pourrait penser que la crise de prolifération nord-coréenne est moins importante ces derniers mois que la crise en Iran. Évidemment, les tensions entre les États-Unis et l'Iran ont fait la une dans les médias. Et pourtant, il y a deux illusions qu'il faut éviter à tout prix. L'illusion qui laisserait penser que parce qu'il n'y a plus d'essais nucléaires ou d'essais balistiques à longue portée, le programme nucléaire et balistique nord-coréen est arrêté. Ce n'est pas le cas. Il continue. Il n'a jamais été aussi rapide et aussi avancé. Le deuxième, c'est l'illusion de penser que parce qu'il y a des rencontres, qu'il y a eu des rencontres au plus haut niveau, entre Kim Jong-un et Donald Trump, entre Kim Jong-un et Moon Jae-in, entre Kim Jong-un et Xi Jinping, il y a une stabilité qui est à long terme et que des nouvelles tensions ne peuvent pas revenir. Or, la situation en ce moment est compliquée pour plusieurs raisons. Il y a un contexte politique particulier aux États-Unis, il y a une élection présidentielle à la fin de l'année. Il y a une impasse dans les négociations entre Washington et Pyongyang quant à la dénucléarisation du régime nord-coréen. Et enfin, il y a surtout la fin annoncée du moratoire que les Nord-Coréens avaient décrété en avril 2018 sur les essais nucléaires et les essais balistiques à longue portée. Dans ce contexte-là, la crise de prolifération nucléaire et balistique nord-coréenne se poursuit. Il faut que l'Union européenne et les États membres gardent une attention toute particulière. Alors le papier est divisé en plusieurs parties. La première partie retrace un peu l'histoire du programme nucléaire et balistique nord-coréen, tout en s'attardant précisément sur les composantes et surtout les caractéristiques actuelles de ce programme. Il y a eu par exemple en 2019 la multiplication d'essais à courte portée qui sont extrêmement importants, puisque la Corée du Nord fait désormais preuve de capacité de frappe de précision dont elle ne disposait pas auparavant, et cela peut avoir des impacts en termes de dissuasion conventionnelle et nucléaire dans l'ensemble de la péninsule coréenne. Il y a également une partie du paper qui s'intéresse aux leçons qu'on a pu tirer des négociations avec la Corée du Nord depuis désormais plus de 25 ans. On rappelle que le premier accord nucléaire date de 1994 entre les États-Unis et la Corée du Nord. Et parmi les leçons qu'on peut tirer, il y a notamment l'idée et l'ensemble des accords qui n'ont pas été respectés. Il y a la question de l'intensité des négociations, malgré des négociations au plus haut niveau qui sont utiles entre Kim Jong-un et Donald Trump. Il y a en réalité peu de négociations à ce qu'on appelle le working level, vraiment le niveau de négociateur. Un troisième enseignement, c'est que la difficulté dans les négociations, c'est de définir des concepts clés, par exemple celui de la politique hostile, un argument que les Nord-Coréens utilisent extrêmement régulièrement pour critiquer ce qu'ils considèrent comme la politique hostile des États-Unis à leur égard. Puis, un quatrième enseignement, c'est que la Corée du Nord aujourd'hui est dans une position plus de force qu'elle ne l'était il y a 2 ans. Elle a brisé en partie son isolement diplomatique, elle a poursuivi de façon rapide son programme nucléaire et balistique, elle a multiplié les contacts avec l'étranger et surtout, elle est dans une situation où elle peut indirectement faire pression sur Donald Trump qui n'a pas intérêt à ce que la Corée du Nord mène un essai nucléaire ou un essai balistique à longue portée dans les semaines qui viennent, encore une fois, dans le cadre de la campagne présidentielle américaine. Une partie importante du papier, la partie la plus importante, c'est la politique de l'Union européenne et des États membres vis-à-vis de la Corée du Nord, la crise de prolifération n'étant qu'un des aspects de ces relations. Le papier fait déjà l'histoire, retrace l'histoire depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui des différentes politiques de l'Union européenne, de ce qu'on appelait l'engagement actif avec la Corée du Nord au début des années 2000, à ce qui est ensuite devenu l'engagement critique, et puis ce qui était plus récemment une stratégie de pression active face au régime. Ce qui est très important dans ce paper, et c'est son objectif principal, c'est de donner des recommandations concrètes pour l'Union européenne et les États membres, et elles sont classées dans 4 catégories, à travers notamment 2 grandes recommandations structurantes. La première, c'est de définir au niveau de l'Union européenne et des États membres d'une nouvelle stratégie vis-à-vis de la Corée du Nord, tout en ayant conscience évidemment que le rôle des Européens est limité sur cette crise. Il y a un rôle, mais celui-ci est limité. Et le deuxième, c'est la nécessité d'une meilleure coordination à tous les niveaux, c'est-à-dire une coordination entre les États membres, une coordination entre les différentes directions générales de la Commission, une meilleure coordination entre les Européens et leurs partenaires en Asie, et pour cela, une proposition clé, et notamment la nomination
de ce qu'on appelle un représentant spécial de l'Union européenne pour la Corée du Nord, qui ne serait pas un ambassadeur à Pyongyang, mais qui serait chargé, entre autres, d'accroître cette coordination à tous les niveaux. Dans les différentes recommandations, il y a 4 catégories principales, 4 thèmes principaux. La première recommandation a trait à tout ce qui est en lien avec un engagement politique renouvelé avec la Corée du Nord, c'est-à-dire reprendre contact avec le régime nord-coréen, même si nous ne sommes pas d'accord sur de nombreux sujets, il faut que les échanges se multiplient pour une raison simple, afin d'éviter les erreurs de compréhension et surtout mieux comprendre la stratégie nord-coréenne, que ce soit au niveau politique, mais aussi au niveau des experts. Cet engagement politique, il passe aussi par une prise de conscience de l'ensemble des acteurs européens, de la gravité de la situation dans la péninsule coréenne et de la façon dont cela infecte les intérêts européens. Un deuxième grand volet est celui sur la non-prolifération. C'est une priorité de l'Union européenne et des États membres. Là, l'Union européenne fait déjà beaucoup, mais peut faire encore plus. Il y a vraiment l'idée d'une diplomatie déclaratoire. Il faut que lorsque la Corée du Nord viole les résolutions du Conseil de sécurité, l'Union européenne, de façon extrêmement rapide, critique et condamne ces violations des résolutions. L'Union européenne, qui fait déjà beaucoup sur la scène internationale, doit continuer dans les grandes instances internationales. Il y aura la conférence de révision du traité de non-prolifération dans quelques mois, à mentionner la Corée du Nord, à parler de son intérêt à ce que la Corée du Nord respecte ses engagements internationaux. Et puis aussi, il faut que l'Union européenne continue de montrer qu'elle a une vraie valeur ajoutée, une vraie expertise propre à l'Union européenne sur les questions de non-prolifération, et que ce soit du démantèlement d'installations et d'infrastructures en lien avec le programme nucléaire. La France, en ce sens, est exemplaire, en ce sens qu'elle a une expérience propre dans le démantèlement d'infrastructures. Il faut que l'Union européenne mette cela en avant. Le troisième point, c'est une meilleure mise en œuvre des sanctions internationales. Les sanctions internationales, elles sont, alors on peut en débattre, on peut parler de leurs conséquences, de leur portée. Ce qui est très important, c'est que du moment où il y a des sanctions internationales, il faut qu'elles soient appliquées, puisque cela a un lien avec la crédibilité du système international, la crédibilité du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais aussi de l'Union européenne, qui a ses propres sanctions. Et là-dedans, il y a de nombreuses mesures qui doivent être mieux adaptées pour mettre en œuvre ces sanctions, dans la dimension cyber, dans la dimension des transbordements illicites en mer, que ce soit de charbon ou de pétrole, ou encore dans une potentielle coopération scientifique que certaines universités européennes ou que certains citoyens européens pourraient avoir avec la Corée du Nord. Il faut que la vigilance soit extrêmement importante. Il faut aussi une meilleure mise en œuvre des sanctions sur le plan international. Et là, l'Union européenne a déjà fait beaucoup, mais peut faire encore plus pour inciter ses partenaires, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, à mieux mettre en œuvre les sanctions. Puis le dernier aspect, qui est extrêmement important, c'est un meilleur engagement de la société nord-coréenne, qui passe notamment à travers une aide humanitaire renouvelée, peut-être la concentrer sur des aspects très précis, notamment sanitaires. On sait qu'il y a potentiellement des problèmes de tuberculose en Corée du Nord, que des moyens sont nécessaires. L'Union européenne pourrait se concentrer sur quelques projets extrêmement clés. L'Union européenne fait déjà beaucoup, c'est le premier donneur de fonds en Corée du Nord, et les 4 ONG internationales résidentes à Pyongyang sont aujourd'hui toutes européennes. Dans cet engagement de la société nord-coréenne, il y a aussi évidemment la question des droits de l'homme. L'Union européenne doit continuer de s'inquiéter et de condamner la situation des droits de l'homme en Corée du Nord, tout en essayant, de façon extrêmement pragmatique, de renforcer les relations avec une partie de la société nord-coréenne dans des domaines divers comme le sport, la culture. L'objectif, c'est que les sanctions internationales ne doivent pas empêcher un meilleur engagement de la société nord-coréenne et surtout ne doivent pas avoir d'impact indirect non souhaité sur la société nord-coréenne. Encore une fois, ce papier a de nombreuses propositions extrêmement concrètes. L'objectif, c'est de mieux coordonner de nombreuses initiatives qui sont prises au niveau européen, et cela passe par une stratégie renouvelée, et puis surtout la nomination d'un haut représentant spécial ou d'un représentant spécial pour la Corée du Nord qui permet d'accroître cette coordination.